En 2019, la sortie du film Le Joker a été un véritable raz-de-marée. Tout le monde s'est rué en salle et le film a conquis aussi bien le public que la presse. On était tous d'accord, il nous fallait plus de films de ce calibre. Pourtant, Joker appartient à l'univers DC Comics, un studio qui, tout comme Marvel ces dernières années, peine à convaincre. Entre des scénarios bâclés et des personnages mal développés, on a l'impression d'avoir épuisé le modèle du héros parfait qui sauve le monde à chaque coin de rue. Mais avec le Joker, les spectateurs ont exprimé une envie claire. Ils veulent des films qui osent, des histoires où l'anti-héros devient le personnage principal. Par définition, un anti-héros est un personnage d'une œuvre littéraire aux caractéristiques contraires à celles du héros traditionnel. Ces anti-héros sont vite arrivés sur grand écran et prennent une place de plus en plus importante dans notre époque. Si récemment, les plus grands succès au cinéma ou même sur les plateformes de streaming sont basés sur des anti-héros, ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, on va tenter de répondre à la question suivante: pourquoi les anti-héros nous fascinent-ils ? Durant de longues années au cinéma, les personnages de films étaient principalement des héros classiques. Très appréciés du public, ils avaient tout pour eux. Ils étaient gentils, beaux et forts. Ces héros incarnaient des figures idéalisées, sans véritable défaut, toujours prêts à faire le bien où qu'ils aillent. Encore aujourd'hui, les héros classiques sont très présents notamment avec le MCU, où des super-héros font tout pour sauver le monde. Ce sont des hommes forts ou des femmes fortes, respectés par tous avec très peu de défauts. Mais aujourd'hui, les personnages de films ou de séries sont plus nuancés, dans leur écriture et dans leur développement. On doit ça notamment à l'émergence des anti-héros. Alors, il ne faut pas confondre anti-héros et méchants, ce n'est pas la même chose. Les méchants dans les films sont présents pour mettre au défi le personnage principal et représentent le mal. Le méchant sert le récit et met en valeur les qualités du héros. Être un anti-héros n'est pas être un méchant ou un gentil. C'est le personnage principal d'une histoire qui ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un héros. Shrek est un exemple parfait pour définir le terme. C'est le héros de son œuvre, pourtant c'est un ogre, il est laid, sale et il fait peur aux gens de son univers. C'est l'inverse du prince charmant, qui est un héros avec aucun défaut et qui viendra sauver la princesse. DreamWorks a parfaitement saisi le terme et en a fait l'une des sagas les plus cultes de l'histoire de l'animation. De nos jours, beaucoup d'anti-héros sont devenus des références de la pop culture et des personnages très appréciés par les fans. Ils ont apporté un regard nouveau sur le déroulé d'une histoire, la manière dont le spectateur est représenté à l'écran, mais surtout sur l'écriture des personnages. Avant de parler de l'impact de ces anti-héros sur le cinéma actuel, commençons par le commencement avec leur émergence et leurs caractéristiques. Qui est le premier anti-héros ? En fait, c'est assez difficile à dire, car la notion même d'anti-héros évolue avec le temps en fonction des époques. Cependant, il y a quelques personnages cultes qui ont posé les bases de ce qu'est un anti-héros au cinéma. L'un des tout premiers est Charlot, interprété par Charlie Chaplin dans Le Vagabond, personnage maladroit, pauvre et malchanceux, il ne coche pas les cases d'un héros traditionnel. Pourtant, il trouve toujours des solutions ingénieuses pour surmonter les obstacles qui lui font face. Ensuite, il y a eu Tony Camonte dans Scarface de 1932. Alors là, difficile de le faire mieux comme anti-héros, c'est un gangster brutal et un grand criminel. Pourtant, tout le monde apprécie le personnage. On peut citer aussi Rick Blaine dans Casablanca, Joe Gillis dans Le Boulevard du Crépuscule et le Samouraï dans Le Samouraï. Ces personnages ont importé la notion d'anti-héros au cinéma. Il faut quand même noter que c'est une notion qui va mettre du temps à s'installer, car il faudra attendre les années 1930-1950 et l'avènement des films de genre pour que la notion devienne assez courante. En 2025, la notion d'anti-héros vous fait sûrement penser à de nombreux personnages que vous appréciez. En fait, le terme d'anti-héros est assez large. L'écriture d'un personnage est complexe et c'est assez difficile de les ranger dans une seule case. C'est pourquoi il existe de nombreuses catégories d'anti-héros. Par exemple, on a les rebelles. Personnages qui rejettent les règles établies, la société et l'autorité, ces personnages agissent souvent par esprit de rébellion, mais leurs actions oscillent entre le noble et l'égoïste. Ici, on peut clairement penser à Jack Sparrow. On aime tous Jack Sparrow. Pourtant, il ne suit pas les codes moraux traditionnels d'un héros. Déjà, c'est un pirate, donc c'est un hors-la-loi. Ensuite, il est motivé par des intérêts personnels tels que la richesse, la liberté ou son propre bien-être. Contrairement aux héros classiques, il ment et manipule les gens pour se sortir de situations. Par exemple, il prend plusieurs fois le chemin de la fuite plutôt que de se battre directement. Son caractère est bien différent des héros. Il est excentrique, maladroit et alcoolique. Sa manière de parler et sa démarche viennent également confirmer l'opposition avec les standards héroïques. Le personnage est moralement ambigu, imprévisible et imparfait, pourtant il arrive à séduire le spectateur avec son humour, son intelligence, mais également car il finit par faire le bien malgré lui. Ce n'est pas pour rien que Pirates des Caraïbes est une franchise phare de Disney et que beaucoup de personnes réclament un 6e film avec le retour de Jack Sparrow. Deuxième catégorie, l'anti-héros avec une morale grise.
Personnage qui agit entre le bien et le mal, ses motivations sont parfois égoïstes, mais il peut agir pour le bien commun à sa manière. Ici, on peut citer Severus Rogue dans Harry Potter, mais on va plutôt s'intéresser à l'un des plus grands anti-héros, j'ai nommé Walter White. Walter White correspond parfaitement à cette notion de morale grise. Il n'est pas méchant, pas dangereux, mais pourtant il produit et vend de la meth qui détruit de nombreuses vies. C'est dur de ne pas comprendre le personnage et ses motivations. Le mec est prêt à se mettre en danger pour assurer la santé financière de sa famille après son départ. Est-ce un acte noble ou immoral? Difficile à dire. Au fil des saisons, il glisse dans une moralité de plus en plus sombre. Walter détruit son espace familial en voulant tout faire pour sa famille et il finit par la mettre en danger. Malgré ça, c'est toujours difficile de lui en vouloir, ou de ne pas le comprendre car on le suit depuis le début et on connaît sa nature. En plus, c'est un génie, il a de réelles compétences en chimie et il est capable de résoudre des problèmes complexes dans le monde du crime. On lui accorde donc tous du crédit et on veut tous le voir révolutionner le marché de la méthamphétamine. Plus tard dans la série, il avoue faire tout ça pour lui. Même si le point de départ était sa famille, devenir un baron de la drogue lui a fait se sentir plus vivant que jamais, malgré son cancer. Durant les 5 saisons, il a œuvré entre le bien et le mal, ce qui fait de lui un personnage très complexe, c'est ni un héros classique, ni un antagoniste. Il sauve parfois des vies, notamment celle de Jesse et aide sa famille, mais parfois, il ment, il manipule ou même tue des gens lorsque ça sert ses intérêts. Autre type d'anti-héros, les vengeurs torturés. Ces personnages cherchent à réparer une injustice quitte à employer des méthodes brutales. L'un des meilleurs exemples est celui de The Punisher. Il est motivé par la vengeance après le meurtre de sa famille. Contrairement aux héros classiques, ses motivations ne sont pas animées par quelque chose de noble, mais par une douleur personnelle. Pour faire justice, il n'hésite pas à être brutal et sans limite. Son désir de vengeance finira par prendre le pas sur tout le reste et il ne trouvera jamais de paix intérieure. Malgré l'atteinte de ses objectifs, l'absence de rédemption est présente. Il reste de nombreux types d'anti-héros, comme le cynique, qui a une vision pessimiste du monde sans grande foi en l'humanité. Saul Goodman est un exemple parfait. Il y a le charmeur amoral, personnage charismatique, manipulateur et immoral, mais avec sa personnalité forte, il attire les autres. Pensez ici à Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. Le monstre empathique est un personnage qui fait des choses terribles, mais qui garde une part d'humanité et suscite de la compassion chez les spectateurs, comme Gollum ou encore Dexter. Le déterminer à tout prix, par exemple Tommy Shelby ou encore une fois Walter White. Ce sont des personnages prêts à franchir des limites et à sacrifier leur morale pour leurs objectifs. Le sauveur réticent / les héros malgré eux, je pense notamment à Logan ou John Wick. Et enfin l'égoïste, qui a des motivations égoïstes comme son nom l'indique, et en plus de ça, il est opportuniste. Malgré ça, il finit souvent par aider les autres pour des raisons personnelles, le meilleur exemple est sûrement Deadpool. Avec toutes ces sous-catégories, il est important de bien choisir la manière dont vous écrivez votre personnage et ce que vous voulez transmettre aux spectateurs. Mais malgré ça, on remarque qu'il y a de nombreuses caractéristiques communes entre tous les anti-héros populaires. La plupart du temps, ils ont une morale ambiguë, ils oscillent entre le bien et le mal, sans tomber complètement dans les extrêmes. Ils ont un comportement rebelle, ils défient souvent les lois et rejettent toute forme d'autorité. Enfin, leurs motivations sont égoïstes. Le point de départ de leur histoire découle d'un besoin ou d'une envie personnelle, même si au cours de leur récit, ils finissent par aider les autres. Leur satisfaction vient de leur bonheur personnel. Si on prend un héros classique comme Superman, ses motivations ne sont absolument pas personnelles, sa quête est entièrement désintéressée. Il utilise ses pouvoirs pour sauver les innocents et protéger les populations. Il lutte contre les injustices pour les intérêts communs et pour inspirer l'humanité à être meilleure. Alors qu'un anti-héros comme Walter White a des motivations personnelles. Même s'il prétend agir pour sa famille, il est poussé par son ego et sa soif de puissance. Superman, lui, incarne un idéal moral. Il refuse de tuer, il respecte les lois et fait des sacrifices personnels pour préserver la justice. Walter White, c'est tout le contraire. Il tue pour ses intérêts personnels. Ses nombreux actes immoraux sont justifiés par sa rationalisation, c'est pour la famille. Ces actes ont des impacts lourds sur la vie des autres. Superman triomphe souvent en aidant les autres. Sa quête est motivée par la volonté de faire le bien. Ses actes héroïques laissent un impact durable et positif sur le monde. Par exemple, dans Man of Steel, il sauve la Terre d'une invasion kryptonienne, mais il doit quand même faire un sacrifice personnel lorsqu'il fait face au dilemme moral de tuer Zod pour l'humanité. Walter, lui, arrive à ses fins. Il est riche, puissant, mais il a tout perdu. Sa famille, ses valeurs et sa propre vie. Il a réussi sa quête en sacrifiant beaucoup trop de personnes et tout ce qu'il avait de plus précieux. À la fin de la série, il laisse derrière lui une famille détruite et une réputation de criminel. La différence entre un héros et un anti-héros est flagrante. Pourtant, lorsqu'on regarde Superman ou Breaking Bad, on apprécie les deux personnages. On veut voir Walter monter en puissance et arriver à ses fins, on veut qu'il se sorte des situations périlleuses dans lesquelles il est, car il joue sur une morale grise. Si on pose sur le papier toutes les caractéristiques de Walter sans avoir vu la série, il est quasiment impossible de se dire « Ok, lui c'est un bon gars ».
Mais quand on s'enchaîne les 5 saisons, on se prend juste une baffe dans la tête et on s'attache au personnage, tout comme on s'attache à Superman. Mais alors pourquoi on s'attache aux anti-héros et comment ils nous captivent? Ok, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va s'intéresser à la manière dont les anti-héros sont écrits pour nous faire ressentir de l'empathie. Si tous les films et toutes les séries mettaient en scène des héros classiques, sans défaut et quasiment parfaits, on se ferait un peu chier je pense. Il est important que les personnages soient nuancés, même les héros. Ils doivent être réalistes et mener des combats internes parfois immoraux. Personne d'entre nous peut s'identifier à un Superman parfait car c'est pas réaliste et trop lisse. Les anti-héros nous permettent de nous identifier. Ce sont des miroirs de notre société et de nous-mêmes. Alors attention, il faut arrêter de penser que vous êtes le Joker parce que là vous avez juste l'air débile. Mais cependant, l'identification est l'un des points clés des succès des films avec des anti-héros. Nous portons plus facilement de l'intérêt à des personnages imparfaits et vulnérables parce que c'est plus facile de les comprendre. Ils mettent sur le grand écran des réflexions, des situations ou des problèmes auxquels nous pouvons tous faire face dans la vraie vie. Le Joker de Joaquin Phoenix met en avant le jugement des individus de la société et l'injustice qui entraîne à l'isolement et à la folie du personnage. Alors certes, les curseurs sont poussés très loin car les conséquences sont extrêmes, mais on peut tous ressentir la tristesse du Joker et on comprend pourquoi il pète les plombs et pourquoi il s'isole de plus en plus du monde au fur et à mesure que l'histoire avance. Autre élément important que les anti-héros mettent en avant, c'est la rébellion contre les normes. Dans notre vie de tous les jours, on respecte plus ou moins les lois, et on rentre un peu tous dans le moule en évitant de faire des vagues pour avoir des problèmes avec la justice. Dans les films, on peut voir ce que ça ferait si on était des méchants, ou bien des hors-la-loi. Il y a un peu cette notion de fantasme d'une vie qu'on n'a pas. C'est l'interdit qui nous est montré à l'écran, et ça nous attire. Dans notre monde où les attentes sociales et morales sont très présentes, c'est agréable d'aller au cinéma et de voir ce qu'il pourrait potentiellement se passer si on prenait un chemin sombre et à l'opposé de notre vie actuelle. Ces personnages jouent sur nos désirs inavoués et nos frustrations. Les anti-héros sont une critique de notre société. Ils mettent en lumière ces contradictions. Le Joker nous pose la question. Pourquoi respecter les lois si ils protègent les coupables ou ignorent les plus faibles? Dans les fictions, les personnages évoluent dans des environnements qui sont aussi parfois totalement différents du nôtre, avec des environnements dystopiques ou des milieux criminels. Ce qui fait que les lois et les règles de ces mondes sont souvent floues. Donc nous, en tant que spectateurs, on accorde une légitimité partielle à leur rébellion ou à leurs actes. Cela n'empêche qu'ils peuvent nous questionner sur notre propre morale lors de situations ou de choix injustes que l'anti-héros fait, où l'on a pourtant de l'empathie et de la compassion pour eux. Et faut bien le dire aussi, les personnages de cinéma sont très charismatiques. Même si leurs actes sont horribles, leur physique et le rôle qu'on leur donne à l'écran participent à notre amour pour eux. Leur style et leur attitude nous marquent et ils deviennent de vraies références de la pop culture. Il est donc encore plus difficile de les détester. Bien souvent, les anti-héros ont des physiques ou bien une tenue bien plus marquante qu'un héros classique. Le Joker est super stylé. Peu importe sa version, il marque les époques et on a tous envie d'avoir son déguisement pour passer un Halloween minable, mais soit. En fait, c'est un peu du marketing. On nous vend des personnages atroces, mais il y a un packaging, donc ça va. D'ailleurs, ça pose un vrai problème qui est bien plus large que le sujet de la vidéo, la romantisation de certaines figures. Netflix sont les pros pour ça. Dahmer ou encore les frères Menendez sont présentés comme des beaux gosses parfois sexualisés, et le ton fictionnel de certains récits affreux participe à la création de références de la pop culture. Après la diffusion de Dahmer, tout le monde s'est amusé à lui ressembler avec un déguisement, puis à se filmer pour poster la vidéo sur TikTok. Mais les gars, c'est pas drôle. À la base, le mec c'est un tueur, violeur et cannibale qui a tué des dizaines de personnes. Ce n'est pas une histoire fictive, et ce n'est pas non plus un anti-héros. C'est un vrai psychopathe qui existait il y a pas si longtemps, alors Netflix s'il vous plaît, arrêtez de nous présenter des vrais méchants comme des personnages de fiction un peu cool. Bref, revenons à notre sujet. Les anti-héros nous captivent également parce qu'ils nous font nous questionner sur la rédemption, le pardon ou encore la chute. Les anti-héros ne sont pas intrinsèquement mauvais. C'est la plupart du temps des personnages blessés ou traumatisés. Même si leurs actions sont discutables, ça reste des humains. Dans Harry Potter, Severus Rogue est un personnage ambigu. Au cours des 8 films, il nous est présenté comme un méchant. Mais sa quête de rédemption et son amour pour Lily Potter révèlent une profondeur émotionnelle et un sacrifice ultime qui le transforme immédiatement en un héros tragique. Lorsque tous ces éléments nous sont révélés, on a un amour instantané pour le personnage et nos doutes sur lui sont balayés en un claquement de doigts. Même s'il a côtoyé les méchants pendant une bonne partie de sa vie, on le comprend et on ne peut que le pardonner. La descente aux enfers d'un personnage est un thème fascinant. Contrairement aux héros traditionnels, le parcours de l'anti-héros n'est pas garanti d'aboutir à un triomphe. Ils peuvent chuter et entraîner avec eux de nombreuses personnes. Cette trajectoire crée une tension dramatique et émotionnelle unique. La chute est un miroir de nos faiblesses, l'égoïsme, la peur, le désir de vengeance ou de reconnaissance. Les scénaristes, en explorant ces aspects, nous offrent une introspection sur ce qui nous rend vulnérables et comment nous réagirions si nous étions à la place de ces personnages.
Maintenant qu'on a toutes les informations nécessaires sur les anti-héros, intéressons-nous à leur impact sur le cinéma actuel et sur la culture populaire. De nos jours, il existe de moins en moins de héros traditionnels aux allures parfaites, même les protagonistes censés suivre le parcours d'un héros sont plus nuancés. Leur caractère est mieux travaillé et nous montre un côté parfois plus sombre. Ils portent des défauts, des dilemmes moraux, ce qui les rend plus réalistes. Et si vous avez bien écouté, là on se rapproche clairement de la notion de anti-héros. Regardons le Spider-Man de Tom Holland. Au-delà d'être un héros traditionnel dans son récit, c'est un super-héros. Pour autant, ce n'est pas une figure lisse faisant uniquement le bien. Dans No Way Home, Peter tente de sauver les méchants au lieu de les combattre, ce qui finira par avoir des conséquences lourdes, notamment la mort de Tante May. Il a fait face à un dilemme moral. Dois-je combattre parce qu'ils sont catégorisés comme méchants, ou bien dois-je les aider car ce sont finalement que des humains? En plus de ça, après la perte de Tante May, Peter est guidé par sa colère et son esprit de vengeance, tout comme le Punisher, qui est pourtant un anti-héros. Malgré ça, Peter finira par surmonter cette émotion pour rester fidèle à ses valeurs héroïques. Vous connaissez Hunger Games? Et bah c'est pareil pour Katniss. Katniss, c'est une figure de rébellion et d'espoir. Elle lutte pour sa famille et elle veut mettre fin à l'oppression du Capitole. C'est une héroïne. Et pourtant, elle emprunte beaucoup de ses traits à des caractéristiques de l'anti-héros. Premièrement, elle est psychologiquement traumatisée à cause des jeux et de la guerre. Elle souffre de stress post-traumatique et elle culpabilise beaucoup pour toutes les pertes qu'elle n'a pas pu empêcher. Ensuite, Katniss n'agit pas par altruisme, mais parce qu'elle est obligée de le faire pour survivre. Il y a une part d'égoïsme dans ses actes et ses réflexions. En plus de ça, Katniss est plutôt réticente à devenir un symbole de rébellion, ce qui fait d'elle une héroïne complexe et très nuancée. On a donc un premier impact sur le cinéma, une uniformisation des héros et des anti-héros. Tous les personnages sont nuancés. L'avènement des anti-héros a conduit à un renouvellement du cinéma. Tous les genres y sont passés. Les films d'horreur ont beaucoup évolué grâce à cette notion. En mettant en scène un anti-héros, les films peuvent explorer des univers très sombres, mettant le spectateur face à l'inconnu, au dégoût et à la peur. La psychologie humaine a été explorée profondément, conduisant à des récits passionnants. Les personnages de films d'horreur naviguent entre le bien et le mal, rendant les intrigues beaucoup plus imprévisibles et captivantes. Les films d'horreur ont très vite compris qu'il était important de nuancer les personnages pour les rendre plus intéressants. Dans Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger est un tueur assez terrifiant mais devenu culte. Étant le personnage principal du film, il fallait lui écrire son histoire et ne pas le présenter juste comme le tueur méchant du film. Son histoire de vengeance le rend fascinant et on comprend pourquoi il commet tous ses crimes, même si ça reste un monstre bien sûr. Les films d'horreur sont aussi un très bon moyen pour mettre en avant un héros immoral. Personne n'en voudra à un personnage s'il utilise la violence pour se sortir de situations terrifiantes. Par exemple dans Get Out, super film que je vous invite à voir si vous l'avez toujours pas vu, Chris est un personnage sympathique mais il utilise la violence en tuant plusieurs personnes pour échapper à la situation dans laquelle il se trouve. Son comportement est justifié par les circonstances, mais cela montre une rupture avec l'archétype du héros traditionnel, altruiste dans toutes les situations. Ils ont aussi permis de mettre en avant des figures féminines complexes. Dans Pearl, le préquel de X de Ty West, on explore la genèse de Pearl, une tueuse en série antagoniste dans le premier volet, X. On suit une jeune femme qui rêve de gloire, mais qui est freinée par sa famille constituée d'un père sénile et d'une mère très stricte et même violente. Le portrait psychologique de Pearl est exploré tout au long du film et il est super intéressant. Elle va commettre petit à petit des crimes par une perte de contrôle de ses émotions, due aux nombreuses frustrations qu'elle a engendrées tout au long de sa vie. Ce que j'aime avec le film Pearl, c'est que c'est quasiment impossible de la voir comme une méchante. On ressent beaucoup d'empathie pour le personnage et on a envie qu'elle puisse connaître la gloire dont elle rêve tant. C'est une pauvre personne qui va commettre des actes horribles, conséquence d'une vie non désirée. Petite parenthèse, mais si vous n'avez pas vu la trilogie de Ty West composée de Pearl, X et Maxine et que vous aimez les films d'horreur type slasher, foncez la voir, c'est vraiment génial. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui, beaucoup de personnages n'étaient plus des héros, mais bien des anti-héros. Et quelle est l'influence sur le public? Eh bien, elle est plutôt positive, car comme expliqué plus haut, les anti-héros deviennent assez rapidement des personnages cultes et des références de la pop culture, car ils sont marquants. Peu importe le genre, leur psychologie et leur apparence physique, ils continuent de marquer les esprits et font vivre le cinéma. Les anti-héros ont pris une place importante dans le cinéma d'aujourd'hui. Leur développement plus complexe et réaliste permet aux spectateurs du film ou de la série de s'identifier plus facilement. Les anti-héros nous fascinent parce qu'ils nous ressemblent, dans leurs forces comme dans leurs failles. Ils ne cherchent pas à être parfaits, mais à survivre dans un monde imparfait. Que ce soit le chaos du Joker, l'ambition destructrice de Walter White ou les obsessions troubles de Pearl, ces personnages nous renvoient à nos propres dilemmes et à notre humanité. Et c'est peut-être ça leur vraie force, nous rappeler que derrière chaque choix moral, il y a une histoire, une lutte, un sacrifice.